Rebonjour, on va continuer ce que je disais sur la première vidéo. Alors, on en était au moment où mon anxiété a débuté. Je parlais, quand j'étais jeune, j'avais compris des choses de travers et je croyais que j'avais le cancer à ce moment-là. J'étais vraiment sûr que j'avais le cancer. Vous savez, c'est vraiment traumatisant quand on a 15 ans et qu'on est sûr qu'on va mourir du cancer et qu'il nous reste qu'à attendre. Et vous savez, bizarrement, l'être humain, quand il a peur de quelque chose, des fois il va en parler, mais des fois il n'en parlera pas, en espérant que ça soit pas réel, en espérant que ça disparaisse un beau matin, qu'on se lève un beau matin, que ce soit un cauchemar. En espérant qu'on se trompe, et en étant pratiquement sûr qu'on se trompe pas. Alors c'était mon problème, j'avais 15 ans, j'en ai parlé à personne. J'en ai souffert, hein. Les gens se sont aperçus aussi, mais j'ai pas avoué c'est quoi j'avais. Les gens se sont aperçus que je commençais à maigrir. Parce que mon anxiété m'a enlevé tout appétit, donc je mangeais moins, donc je maigrissais, donc ça me faisait encore plus peur parce que les gens me disaient que tu as maigri, puis je savais que les gens qui avaient le cancer maigrissaient, imaginez-vous, tout pour mal faire alors que c'était seulement l'anxiété, dû au fait que je pensais que j'avais le cancer, m'empêchait de manger parce que mon anxiété était trop grande, donc l'anxiété fait en sorte que je maigrissais parce que je mangeais pas assez parce que j'avais peur. Donc ça confirmait le symptôme de peur lié au cancer qui c'était, on maigrit, donc j'étais sûr que j'allais mourir. Bon. Mais en fin de compte, c'était pas le cas. J'avais pas le cancer, mais moi j'étais sûr que j'avais le cancer. Donc mon anxiété a débuté là. La grande peur de mourir du jour au lendemain, que ça s'est apparu tellement rapidement. Et puis j'avais pas de croyance religieuse à cette époque-là, c'est que j'avais pas de béquille pour me retenir face à. Bon, je vais mourir, puis c'est quoi, là, j'avais pas appris sérieusement. Bon, c'était le néant, je sais pas, j'avais peur de la mort, j'étais pas préparé à ça. C'est que mon anxiété a débuté là. Puis par la suite, je suis devenu vous savez, la maladie de ceux qui ont peur des maladies, ceux qui ont une maladie peur des maladies. Hypochondriaque, c'est ça. Donc moi, je suis devenu hypochondriaque parce que plusieurs années plus tard, après avoir caché le fait que je pensais que j'allais avoir le cancer, puis ça a duré des années parce que j'ai appris par la suite, pour mon malheur aussi, que déjà, il pouvait être des années avoir le cancer sans mourir. Mais j'avais même vu un cas, François Mitterrand, ça faisait 10 ans qu'il avait le cancer, puis il était pas mort, mais peut-être qu'il avait été en rémission pendant un certain temps, puis c'était revenu. Moi, j'avais seulement compris que ça faisait 10 ans qu'il l'avait eu, puis qu'il allait être mort 10 ans plus tard, mais peut-être qu'il y avait eu une rémission. C'est quand même surprenant de penser qu'il y a une personne qui pourrait être 10 ans sur le cancer. T'en guéris ou t'en guéris pas. Enfin, tout ça pour dire qu'un jour, j'ai su que j'avais pas le cancer, mais le mal était fait, l'anxiété était là, puis que ça a comme développé la peur de toutes sortes de maladies, la peur de la mort c'est apparu tellement soudainement que ça m'a jamais quitté. Alors, je suis devenu hypochondriaque, de la peur de toutes sortes de maladies. Je pensais que j'avais toutes sortes de maladies par la suite. Aussitôt que j'avais un petit symptôme de quelque chose, je m'imaginais le pire. J'avais toujours peur d'avoir quelque chose de grave. C'était apparu chez certains de vous, puisque souvent les gens qui ont de l'anxiété aiguë très très soutenue pendant de longues années, ils développent souvent, tout le moins il y en a beaucoup qui font de l'hypochondrie, des gens qui ont peur de toutes sortes de maladies, qui ont peur de mourir de toutes sortes de choses. Alors j'ai développé ça. Et puis, donc ça a développé mon anxiété à partir de cette époque-là. Je suis devenu plus renfermé, plus taciturne, beaucoup moins de goût à la vie. Hein. Quand tu prends conscience de la mort, puis tu penses que tu vas y passer, c'est plus pareil. Mais j'avais pas encore les symptômes reliés à la dépersonnalisation de réalisation, ça c'est venu plus tard. J'ai eu l'anxiété, la peur, pendant des années. Je suis pas en mesure de me souvenir précisément quand ça a débuté mes premiers symptômes de dépersonnalisation de réalisation, mais ça fait très longtemps. Je me rappelle, je subissais déjà ces symptômes-là, ça fait déjà plusieurs années, je parlais tout à l'heure, ça fait au moins 15-16 ans, peut-être 17 ans. Je me rappelle, je vais vous parler d'un symptôme en particulier qui était vraiment pas agréable du tout. Moi, je tiens à dire qu'au départ, mon grand-père, je l'adore, c'est une très bonne personne, et moi, mes crises de dépersonnalisation, de réalisation, ça dure un moment, et puis ça disparaît, ça peut durer un moment, donc très longtemps, ce moment-là, mais ça finit par disparaître, mais ça réapparaît toujours un jour ou l'autre, tant que je ne guérirai pas mon anxiété, mes problèmes d'anxiété. Donc, je vais vous parler d'une crise que j'ai vécue à un moment donné, parce que les symptômes, avant, je vais vous parler des symptômes. Les symptômes de cette maladie-là, des personnalisations, des réalisations. Premièrement, je vais vous parler
la perte d'émotion. Alors, ça va peut-être être dur pour les gens qui n'ont pas cette maladie de comprendre, mais ça arrive comme ça, sans qu'on le veuille. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens. Quand on n'a pas d'émotion, genre, face à des événements ou des choses, c'est pas parce qu'on n'a pas d'amour envers ces choses ou ces gens ou l'animal qu'on aime. C'est juste que quand on a des crises, qu'est-ce que tu veux, c'est sans qu'on le veuille, on n'a pas d'émotion. L'émotion part. En fait, mon grand-père un jour est tombé sans connaissance par terre pendant le party des fêtes. Il a pu faire une crise de cœur, c'était très angoissant, tout le monde a crié, tout le monde a pleuré, enfin, pas les hommes, mais tout le monde a fait un gros saut, tout le monde était sous choc. Mais moi, je subissais une crise à cette époque, à ce moment-là. Et puis, je me sentais pas bizarrement, je sentais que j'étais comme plus tellement dans mon corps. Comme si j'étais un peu spectateur de ma personne et de la scène. Les gens parlaient, me parlaient, je répondais comme un robot, en me forçant à répondre, à écouter ce que les gens avaient à dire, puis de suivre une cohérence de conversation, comprendre la ligne de leur conversation, sans... Parce que c'est vraiment compliqué à expliquer, vous savez, mais j'étais spectateur, j'étais comme spectateur de ma personne, comme si un esprit volait au-dessus de toi. Ou, ben, c'est pas à ce point-là, mais en tout cas, ça donne une petite idée, là. Donc, quand je dis pas d'émotion, c'est comme si j'étais une entité extérieure qui visite ce monde et qui me regarde, interreliant des conversations avec les gens, vivant des choses, mais sans que ce soit comme moi qui les vive, comme si j'étais une autre personne que moi, qui regarde tout ça, qui interagit avec les gens, mais comme je suis pas cette personne-là, j'ai pas d'émotion. Alors mon grand-père est tombé, tout le monde a fait un gros saut. Moi, comme je subissais ma crise, j'étais comme pas tout à fait là. J'ai ressenti aucune émotion. Tu sais, mon grand-père a pu crever là. Je l'adore, mon grand-père. J'avais aucune émotion. C'était un des symptômes de la maladie, de la perte d'émotion. Des gens qui vivent cette maladie-là, des personnes de réalisation, peuvent assister au décès de leur père, de leur grand-père, aller au corps, aux funérailles, tout ça, puis souffrir énormément du fait qu'ils ressentent aucune émotion parce qu'ils sont en pleine crise. C'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement malheureux pour ces gens-là parce que c'est important de vivre ces émotions, surtout envers des gens qu'on aime. Et quand la crise passe, parce qu'il y a des gens que c'est en mode continu. Hein. J'ai appris sur Internet que des gens, ça n'arrête jamais. Moi, c'est par intermittence ma maladie. La dépassation de réalisation, ça peut durer des mois. À un moment donné, ça arrête. Puis je peux être des mois ou des semaines sans l'avoir, les symptômes. Puis à un moment donné, ça réapparaît un beau matin, puis ça peut durer X temps. Mais j'ai appris que déjà, c'est non-stop depuis des années. Alors là, je capote pour eux autres, c'est terrible. Alors les gens qui ont ces symptômes-là, qui vivent bon, il y a de la perte d'être cher, des affaires de même, ils ne peuvent pas vivre leurs émotions, ils n'ont comme aucune peine, ils vivent un moment, mais sans ressentir rien, ils sont comme vides à l'intérieur. Imaginez-vous comment c'est terrible, ils sont même pas capables d'être malheureux. Ils sont malheureux, mais ils ne ressentent pas les émotions de malheur ou de tristesse. Du coup de pleurer, de s'apitoyer, vous savez, hein, de se retrancher. Ils sont vides, comme un corps sans substance. Alors ils ne peuvent pas vivre, parce que vous savez, la peine et la joie, c'est un des plaisirs de la vie, c'est une forme de jouissance, même la tristesse est une forme de jouissance, parce que l'émotion qu'elle génère procure un sentiment, on vit. Quand on vit, on a des émotions de tristesse ou de bonheur, c'est partie de la vie. Donc, quelqu'un qui est malheureux ou heureux, au moins, elle vit des émotions, elle n'est pas vide. Imaginez-vous, vous vivez aucune émotion. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu un film, il me semble que je me rappelle avoir vu un film, les gens n'avaient plus aucune émotion, ils ressentaient plus aucune émotion face à des tragédies ou des belles choses, des choses totalement vides. Donc, il n'y avait plus de malheur, plus de désir, plus de tristesse, plus de bonheur. C'était, imaginez-vous, une vie sans émotion. Donc c'est pas très agréable pour les gens qui vivent ça. Donc la perte d'émotion fait partie d'un des symptômes. Les autres symptômes sont d'ordre de... Bon, on parle, les gens sont comme dans le flou un peu. Bon. Les gens peuvent se voir un peu embrouillés, ils se sentent un peu chancelants, ils se sentent un peu étourdis, ils sentent un peu le vertige. C'est un peu comme quelqu'un qui est en état d'ivresse léger. Vous savez, quand il y a un début d'ivresse, là, on se sent un peu chancelant, un peu embrouillé, un peu mêlé.
C'est ça les symptômes de cette maladie-là. Les gens sont un peu comme ivres, légèrement, et puis là vous mettez la perte d'émotion, vous mettez ce sentiment du fait que les gens sont un peu ivres. Donc quelqu'un qui est comme un peu ivre a de la difficulté à se concentrer, a de la difficulté à faire des choses qui sont relativement simples normalement quand il n'est pas en état d'ivresse, mais comme les gens qui souffrent de cette maladie-là ont ces symptômes-là, ils ont de la difficulté à faire des tâches simples. Ça paraît pas, les gens souvent ne savent pas que les gens qui ont cette maladie-là ont ces maladies-là parce que les gens souvent qui ont cette maladie-là, malgré les symptômes dont j'en parlé, ils se forcent pour pas démontrer ces symptômes-là et essayer de faire les choses normalement. Donc ça paraît pas tant que ça, mais arrêter les gens vivre quelque chose de bien traumatisant. Parce que les choses simples qu'ils font, ils se forcent à les faire correctement, sinon ils seraient très amorphes. Les gens qui ont cette maladie-là ont juste le goût souvent de se laisser dans une chaise ou dans leur lit puis de ne pas se réveiller, tant qu'il n'y a rien à vivre d'émotionnel, puis de vivre comme un robot sans substance, être juste une enveloppe. Les gens n'ont même pas le goût de rien faire, puisque tout est faké. Tu sais, tu es obligé de faker tes émotions. Quelqu'un te parle, te fait une face, tu es obligé de rire avec lui, sans que tu aies le goût de lire de vrai, parce que tu n'as aucune émotion. Mais si tu ris pas avec lui, ils vont te trouver bizarre, ils vont trouver que tu es anormal. Donc tu n'as pas le goût, c'est un sentiment très désirable de se sentir anormal aux autres. On ne veut pas être délaissé par les autres totalement. On espère toujours un jour que ça va guérir, donc on veut garder des liens avec des gens, dans l'espoir qu'un jour ça disparaisse, puis qu'on ait toujours des liens avec des gens, puis que là qu'on puisse revivre des émotions normales. Mais les gens sont obligés de se forcer à vivre des émotions normales, rire des jokes, démontrer des sentiments, qu'on ressent des sentiments envers une personne, alors qu'à certains moments, ou pour à certains moments comme moi, ou à d'autres d'une façon permanente, ils ne ressentent aucune émotion, c'est quoi que d'une certaine manière, ils savent qu'ils aiment profondément cette personne-là, mais ils ne ressentent pas les émotions. Donc ils se forcent à démontrer qu'ils ont des émotions alors qu'ils n'ont pas. Alors les gens qui souffrent de cette maladie-là en souffrent beaucoup, comme vous pouvez imaginer, tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de goûter les sucres de la vie, les plaisirs de la vie, qui sont les émotions. Tu sais, face à un coucher de soleil, les gens sont « Ah, c'est beau, vous savez, hein? » Ou face à une belle femme nue qui a un corps splendide, ou face à celle que t'aimes, qui est toujours splendide, on reçoit, on est heureux, on a du plaisir, une forme de jouissance. Les gens ne peuvent pas vivre ces bonheurs qui sont les plus importants dans une vie, là, les émotions véhiculées par la beauté des choses. Les gens sont comme vides, comme des zombies un peu. C'est vraiment, imaginez-vous quel type de vie que c'est. Et des gens vivent là-dedans pendant des années pour certains. Et ils pensent qu'ils s'en sortiront jamais. Alors, c'est pas un cadeau pour les gens qui vivent cette maladie-là. Moi, personnellement, c'est ça, avant je savais pas que j'avais cette maladie-là, mais je savais que j'étais différent des autres membres de ma famille. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. J'en ai pas parlé pendant très longtemps, sauf qu'à un moment donné, j'ai essayé de me confier à ma mère sans que je sache c'était quoi cette maladie-là, parce que quand j'en ai parlé, ben, je savais pas que j'avais ce nom de cette maladie-là, parce que j'ai appris dernièrement sur internet c'était quoi le nom de cette maladie-là. Mais j'ai essayé de parler à ma mère pour dire que comment je me sentais mal dans ma peau, comment j'avais un mal-être de la vie. Et puis, ça faisait en sorte que je me cloîtrais, j'avais pas d'amis, pas de relations sociales. Sérieusement. Ma mère comprenait pas, elle essayait en tant que bonne mère de comprendre. Elle me disait, c'est parce que tu sors pas assez, tu vois pas assez de monde, tu te forces pas assez, tu restes trop dans ton coin. Alors que si je reste dans mon coin, c'est pas par plaisir ou par choix réel, c'est que les problèmes rattachés à l'anxiété qui ont développé la dépersonnalisation de réalisation m'a amené à me cloîtrer de plus en plus parce que à force de devoir se forcer avec les gens à présenter des émotions alors qu'on n'a pas le goût, on a juste le goût de rester seul. Il semblerait que j'aurais pas assez de temps dans cette deuxième vidéo pour finir ce que je voulais dire, alors je vous invite à écouter une troisième vidéo pour terminer.